Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Grand Sourire sur Modiolus Radio en live aux entretiens de Garancières. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'échange et de débat avec des invités d'un niveau de qualité olympique. Pas de place pour le bronze ni pour l'argent, ce sont de véritables médailles d'or professionnelles dans leur domaine. Et de l'autre côté du plateau, nous retrouvons celui que l'on nomme le renard des Balkans, le chevreuil de la Drôme ou encore le petit hérisson de Bretagne, à l'image de son humour toujours piquant, l'humoriste Mathieu Polo. Bonjour Mathieu. Bonjour Geoffroy, bonjour tout le monde. Hello. Alors Mathieu, tu es seul aujourd'hui comme chroniqueur parce qu'on a notre autre chroniqueur qui s'appelle Mathieu aussi, mais qui, parce que c'est la rentrée, n'est pas là malheureusement. On l'embrasse et qui nous revienne très vite. Alors quand je te dis que tu es seul, en fait, tu n'es pas vraiment seul parce que le thème de cette émission, c'est l'intelligence artificielle. Et bien figurez-vous que nous, on a décidé de créer notre propre intelligence artificielle qu'on a appelée ChatDan 32.1 et elle est avec nous, cette intelligence artificielle. On va lui dire bonjour. Bonjour ChatDan 32.1. Bonjour. Oh là là, ça marche bien ça, la technologie sur Modiolus, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que serait une émission en live sans un public de qualité ? Et oui, car aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous sommes en direct du congrès majeur de la profession du dentaire, les entretiens de Garancières. Et à cette occasion, nous allons aborder un sujet passionnant, à la fois d'actualité, mais qui concerne également nos années à venir, l'intelligence artificielle dans l'univers dentaire. L'état des lieux, les outils, les enjeux, les incroyables opportunités pour les professionnels de santé et pour les patients, que nous sommes tous et toutes, mais les dangers aussi. Bref, nous allons plonger dans cet univers foisonnant avec trois invités spécialistes du sujet. Tout d'abord, le docteur Jérôme Lipovitch. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, vous êtes chirurgien dentiste à Paris. Est-ce que l'on peut appeler un serial entrepreneur ? On va voir ça. Et vous êtes notre président de séance aujourd'hui pour cette émission du Grand Sourire. Notre second invité est Vincent Malenfer. Bonjour Vincent. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Vincent, vous êtes le patron fondateur du laboratoire Malenfer à Lyon et particulièrement féru d'intelligence artificielle dans votre métier. Et notre troisième invité, c'est le docteur et professeur Maxime Ducret. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, vous êtes chirurgien dentiste hospitalier aux Hospices Civils de Lyon et professeur d'université à la faculté dentaire Claude Bernard, Lyon 1. Et nous allons maintenant débuter cette émission en vous présentant, chers invités, c'est la rubrique à pleines dents. On va commencer par vous, docteur Lipovitch, Jérôme. Jérôme, vous êtes parisien, vous rejoignez la faculté de Garancières l'année où nous gagnons notre première coupe du monde. Alors pour les invités, c'est en quelle année ? Ah bah quand même, oui, ils sont incroyables. La première Coupe du Monde 98. Merci quand même. On n'a pas que des milléniums à la table, évidemment. Et déjà, alors que vous êtes tout jeune diplômé, vous avez l'ADN entrepreneurial, puisque vous rejoignez le docteur Jérôme Lipovitch, votre père, Joseph Lipovitch, votre père, que l'on salue, dans la création du site internet ABC Dents, premier site français sur formation continue bucco-dentaire, et l'année d'après, Eugénol, site de référencement de formation continue, dans le même univers, bien sûr. Sacré pari, car rappelons quand même que nous sommes à la fin des années 90 et que l'économie numérique n'en est alors qu'à ses débuts. Mais le pari est gagnant, puisqu'aujourd'hui, nous connaissons tous le succès d'ABC Dents et d'Eugénol. En 2005, année de votre doctorat, vous passez votre thèse sur une thématique numérique, ce qui est intéressant pour notre sujet. Et dans les années qui suivent, vous co-créez l'Académie de chirurgie guidée. Et tout cela en exerçant, bien entendu, dans votre cabinet, parce que faudrait voir à ne pas s'ennuyer quand même. La vie à pleines dents, docteur Lipovitch, bravo. Maxime Ducret, docteur Ducret, vous avez 35 ans et êtes chirurgien dentiste hospitalier aux Hospices Civils de Lyon. On l'a dit, en parallèle, vous êtes professeur d'université à la faculté dentaire Claude Bernard Lyon 1. Vous participez donc à la formation des futurs praticiens et praticiennes. Vous êtes également chercheur, puisque cela va de concert avec le poste de professeur d'université. Attention, il faut savoir qu'avant cela, vous étiez maître de conférence en cette même faculté, et qu'après maître de conférence, il y a le professeur d'université. C'est intéressant à savoir, on en apprend des choses sur Modiolus quand même. Et vous êtes membre de la CIFEM. Voilà, la CIFEM, c'est bon, tout le monde là ? Ouais, bien sûr, non. Bon, alors pour les béotiens qui nous écoutent, la CIFEM, c'est la Société internationale francophone d'éducation médicale. Mais encore, la CIFEM est une société savante qui regroupe les personnes impliquées dans la formation et la recherche en éducation. Elle rejoint toutes les professions de la santé du monde francophone. Elle offre à ses membres des moyens d'explorer, d'approfondir et de favoriser le développement des connaissances et l'amélioration des pratiques en matière d'éducation. C'est beau, ça ? Vachement bien.
Co-responsable depuis 2023, date de création, du diplôme d'intelligence artificielle en santé à la fac de médecine de Lyon en formation continue. Donc là, on est au-delà du dentaire, c'est vraiment sur les professionnels de santé de façon globale. Vous êtes conférencier en France et au-delà de nos frontières. Et heureusement, vous faites beaucoup de sport parce qu'il faut bien tenir ce rythme-là. Vincent Malenfer, vous êtes lyonnais d'origine, évidemment, gastronome averti, ça va avec. Hein. Vous êtes prothésiste depuis 1999 et après 3 ans d'expérience en labo, seulement vous montez le laboratoire Malenfer en 2002 et vous n'aviez que 25 ans. Envie d'indépendance, d'avoir la liberté du choix des matières et de faire de la prothèse à votre façon, c'est ce qui vous a motivé. Et vous avez eu raison, car plus de 20 ans plus tard, et que cela ne plaise ou non à votre humilité toute naturelle, Vincent, le labo Malenfer est une référence lyonnaise en la matière. C'est par des échanges entre professionnels au tout début de l'intelligence artificielle, il y a 3 ans, que vous avez compris que les choses allaient être très vite évoluées. Votre hobby, c'est la sculpture, la matière. Sculpteur averti, vous êtes en ce moment dans une période animalière, je crois que vous êtes même sur une biche ou quelque chose comme ça en ce moment. C'est ça, ouais, c'est ça, on a hâte de voir le résultat. Voilà, maintenant que nous connaissons mieux nos 3 invités, nous allons passer à la rubrique « On parle de quoi ?» Alors cette rubrique est tout à fait exceptionnelle, vous l'avez compris, car notre chroniqueur Mathieu n'est pas là aujourd'hui. Et donc on a fait appel à un tout nouveau chroniqueur, c'est notre intelligence artificielle Modiolus, ChatDan 32.1. Rebonjour ChatDan 32.1, ça va ? Impeccable, merci. Peux-tu nous dire, quelle voix suave cette incroyable intelligence artificielle, peux-tu nous dire de quoi nous allons parler ? Alors je tiens à préciser que ce texte-là est véritablement fourni par une intelligence artificielle. Alors, Chat 32.1, de quoi nous allons parler ? L'intelligence artificielle révolutionne de nombreux secteurs et le milieu dentaire n'échappe pas à cette transformation. En intégrant des technologies avancées comme le machine learning et l'analyse des données, l'IA offre de nouvelles opportunités pour améliorer les diagnostics, la planification des traitements et l'expérience des patients. De la détection précoce des maladies bucco-dentaires à la conception de prothèses personnalisées, les applications de l'IA en dentisterie ouvrent la voie à des soins plus précis, rapides et efficaces. Cette évolution technologique soulève également des questions éthiques et pratiques, mais promet de redéfinir le futur de la santé buccale. Merci, ChatDan 32.1. Voilà, le sujet est posé. Donc, on va commencer par notre premier temps d'échange. Et je vais me tourner vers vous, notre président de séance, Dr Lipovic. On va débuter de façon macro, de façon large. Concrètement, aujourd'hui, qu'entend-on par intelligence artificielle dans la dentisterie ? C'est exactement la question qu'on s'est posée à table hier soir en famille. Donc on m'a demandé qu'est-ce que tu fais demain ? Eh bien, je vais aux entretiens de Garancière. C'est quoi ? C'est un congrès des dentistes. De quoi tu vas parler ? D'intelligence artificielle. Bon, de quoi tu vas parler ? Je ne sais pas encore. Et là, le plus petit d'entre eux, mes enfants, me dit, demande à ChatGPT. C'est dire quand même, hein, comment c'est déjà ancré dans cette génération. Donc pour leur faire plaisir, évidemment, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que c'était l'intelligence artificielle en dentisterie. J'ai eu une réponse assez élaborée, assez longue. Je lui ai précisé à ChatGPT en une phrase, est-ce que tu peux plutôt me le définir ? Alors j'ai eu comme réponse, l'IA en dentisterie optimise les diagnostics, les traitements, la gestion des cabinets, tout en améliorant la précision des procédures et la prévention des maladies dentaires. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu réducteur, mais c'est surtout une vision très positive. Et c'est là que je voudrais rebondir là-dessus, après du professeur Maxime Ducret. Est-ce que l'IA, c'est quelque chose de très positif pour la profession dentaire ? Opportunité, danger, intérêt. Alors, Maxime, dites-nous. Sur la question de est-ce que c'est quelque chose de positif, je pense profondément que ça l'est, mais après... Ça dépend comment on le perçoit. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle comme un outil ? Et dans ce cas-là, ça va être un outil de plus qu'on va intégrer dans notre pratique, comme on a intégré plein d'autres outils. Après, il y a l'IA un peu plus générale, un peu plus puissante, avec de la robotique. Donc c'est quelque chose qui sera probablement à plus long terme. Et là, il faudra se poser des questions de... à quel point ça va changer notre métier, à quel point ça va changer le métier des gens qui travaillent avec nous. Et c'est là où on peut se poser des questions de est-ce que finalement on va vers quelque chose qui nous correspond aujourd'hui ? J'en sais rien. Donc à court terme, je pense que c'est qu'un outil de plus. À long terme, j'en sais rien. Un outil de plus, quand vous nous dites un outil de plus, est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il y aurait un frein ? Et là, je vous pose la question à tous les deux, Dr Lipovic et Dr Ducret. Est-ce qu'il y aurait un frein des praticiens à accepter, à intégrer l'intelligence artificielle, ou bien tout naturellement, il y a une ouverture des cabinets dentaires pour les intégrer dans leur quotidien ?
Et je crois que les gens ne savent pas encore qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi un mot qui est très galvaudé. On a plein de logiciels dans notre cabinet où il y a marqué IA. Est-ce que c'est vraiment de l'IA? Est-ce que c'est pas simplement de simples algorithmes finalement? Donc on a juste mis un nouveau nom là-dessus. Je pense que les praticiens, oui, sont prêts simplement à l'accepter, parce qu'ils se rendent compte qu'avec tous les nouveaux produits qui arrivent, ça leur simplifie peut-être leur quotidien, ça accélère certaines procédures. Maintenant, est-ce que ça va les remplacer? Je ne pense pas que c'est la question qu'ils se posent encore aujourd'hui, par exemple. Et puis surtout, pour l'instant, on ne parle que d'améliorer les traitements, mais on ne parle pas encore de la relation justement patient-praticien, où là, justement, on ne sait pas où est-ce que l'IA peut vraiment s'immiscer, et où est-ce que l'IA peut véritablement aider. C'est intéressant, docteur, parce que là, vous soulevez en fait deux sujets. Le premier qui est l'intelligence artificielle dans l'amélioration du soin donné aux patients, à voir comment, vous nous le direz. Et le deuxième, c'est l'intelligence artificielle comme un outil d'optimisation de la communication entre le praticien et le patient, qui est essentiel dans le chemin du patient, de soins du patient. Donc si on fait sur les deux, déjà dans un premier temps, en quoi l'IA peut améliorer le soin donné aux patients? Déjà, je pense tout d'abord en premier lieu à tous les outils de diagnostic. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une photographie, lorsqu'on fait une radiographie, à ce moment-là, on a un logiciel qui va nous aider au diagnostic et qui va nous permettre, parce qu'il aura un œil plus aiguisé et plus rapide, à détecter des pathologies. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Mais non seulement il nous permet de détecter, mais en plus, il va mieux les visualiser, les rendre sur un document, par exemple, qu'on pourrait remettre au patient. Et ça, en termes de communication, je trouve que c'est assez fantastique. Et alors, dans cette démarche d'amélioration du soin donné aux patients, il y a forcément l'optimisation de la relation avec le prothésiste dentaire et comment l'IA, à un moment donné, va du fauteuil au labo, du labo au fauteuil, de quelle manière l'IA s'intègre dans la relation entre vous, les chirurgiens dentistes, et le prothésiste dentaire. Donc là, la question, elle est pour vous trois, forcément. Alors, pour l'utiliser, pas de manière quotidienne, mais de manière ponctuelle avec des chirurgiens dentistes, on peut demander à l'IA aujourd'hui de réaliser un sourire, c'est-à-dire de refaire totalement la bouche et d'avoir un nouveau sourire. Et l'IA nous aide à ce sujet, propose quelque chose au patient, quelque chose qu'on peut après intégrer dans notre modélisation et conception. Et là, on a un véritable échange entre patient, praticien et laboratoire de prothèse dentaire. Donc ce sourire qui est élaboré par l'IA, qui est proposé au patient, elle est partagée au praticien ? Oui, bien sûr, elle est partagée au praticien, transmise au laboratoire, et le laboratoire, après, travaille à partir de ces images. Sur cette base-là ? Exactement. Et est-ce que ça ne génère pas une promesse intenable ou pas ? Est-ce que l'IA prend en compte la difficulté aussi du sujet ou... Alors non, l'IA va proposer un esthétique. Après, ça va être tout le travail du prothésiste d'adapter cette esthétique à la fonctionnalité, parce que la fonctionnalité est essentielle. C'est notre premier objectif, c'est que ça marche. Et ensuite, on va adapter quand même l'esthétique à cette fonctionnalité. Donc là, on a fait quelques cas et franchement, les patients sont plus que ravis. Jérôme, vous travaillez avec vos prothésistes avec l'IA ou pas ? Ou c'est vraiment dans votre cabinet ? C'est plutôt dans le cabinet. Donc oui, on peut faire ce qu'on appelle du digital smile design. Donc on peut générer des sourires automatiquement. Maintenant, évidemment, quand on va les présenter aux patients, donc ça va être présenté comme un objectif de traitement. Ça permet aux patients de s'engager et puis surtout de mieux visualiser à quoi va ressembler son futur sourire. Maintenant, il faut pas, on lui dit tout de suite que, attention, ça ne sera peut-être pas exactement comme ça. Par contre, tous les documents qui vont être générés ensuite par les logiciels vont être transmis au laboratoire dentaire pour effectivement se rapprocher au mieux justement de cet objectif esthétique qui aura été rendu par le logiciel. Le laboratoire, il est prêt à ça ? Oui. En général, les prothésistes dentaires sont sensibilisés ou pas ? Tous les laboratoires qui sont équipés en numérique sont censés pouvoir traiter ce type d'informations. Après, pour rebondir à ce que disait Jérôme, souvent, effectivement, c'est une promesse pour le patient qu'il faut effectivement expliquer, mais généralement, le prothésiste va au-delà de cette promesse, c'est-à-dire que là, on a juste une image, alors effectivement en 3D peut-être, mais le prothésiste peut faire bien mieux, et avec toute la subtilité de son métier, on peut aller beaucoup plus loin, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va encore plus loin, et le patient, généralement... C'est une bonne base de travail, en tout cas. Plus que ravi. Voilà, c'est une base.
Donc là, l'intelligence artificielle dans la relation prothésiste-chirurgien-dentiste et dans la relation avec le patient est définie aujourd'hui, là où on en est, où on se parle en 2024. Enfin, il faut même définir le mois tellement ça va vite. Donc en septembre 2024, c'est défini comme une base de travail permettant d'optimiser ce que l'on fait au quotidien. Oui, tout à fait. Non, il y a pour faire une analogie, par exemple, certains d'entre vous sûrement utilisent par exemple ChatGPT pour lui proposer un sujet et puis demander des explications. On ne va pas faire un copier-coller ensuite derrière de ce texte pour le proposer à son patron. Et ben, simplement, on va s'en servir de base de travail, on va piquer à la fourchette quelques idées, quelques éléments de langage et à ce moment-là, ensuite, développer sa propre idée, son propre texte. Là, je pense que c'est pareil quand on fait un design, quand on dessine une dent. On pourrait demander à l'intelligence artificielle, bien sûr, de commencer déjà le travail, de mâcher le travail, si je puis dire, mais ensuite, ça reste le prothésiste dentaire, c'est d'abord un artiste. Et il a besoin de mettre sa patte à ce moment-là. Et je pense qu'il peut utiliser l'intelligence artificielle pour ensuite, par contre, personnaliser, animer un sourire, animer une dent, pour en faire véritablement quelque chose de très personnalisé. Excellent. Et qu'on se retrouve pas tous avec des patients qui ont tous les mêmes sourires. Ah oui, l'uniformisation est le danger, c'est très important. Il faut rester sur quelque chose de totalement unique. Maxime, là on a parlé donc de la relation prothésiste-chirurgien-dentiste, de l'optimisation par le chirurgien-dentiste. Donc la communication avec le patient, comment l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose de positif dans la relation avec le patient, dans la communication avec le patient? C'est pas une question simple. Vous avez 1 heure. Je pense que, moi, je perçois, parce que c'est un vrai sujet de travail pour moi, la manière dont l'intelligence artificielle va s'intégrer dans la relation de soins, mais aussi dans la manière dont on communique avec par exemple, le laboratoire de prothèses. Et je pense qu'il faut un peu percevoir ça comme une relation de confiance. Tout à l'heure, la question c'était est-ce que le dentaire est prêt à intégrer l'IA ? Probablement que oui, parce que en fait, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait, on a un enthousiasme excessif qui se crée sur la nouveauté, et donc on a envie d'adhérer. Et on a tendance, en plus de ça, à créer une confiance un peu disproportionné en fait dans l'effet de nouveauté. Ça s'appelle l'effet waouh ou le hype en anglais. C'est pour ça qu'on parle de courbe du hype. Et en fait, on est vraiment à cette étape-là. Je pense qu'il faut faire très attention au stade où on est maintenant, à créer une confiance sur le long terme et pas simplement à percevoir ça comme une nouveauté comme une autre, parce que je pense que les changements que ça va impliquer derrière sont plus profonds. Et la transparence, parce qu'on sait très bien que l'adhésion vient de la transparence sur les nouveaux outils. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, finalement, est encore assez opaque, c'est-à-dire pour bien le définir, c'est pour ça que cette émission est essentielle. Est-ce qu'on a quand même un danger de non-adhésion des praticiens, Jérôme, Maxime, donc un frein à l'intégration de l'intelligence artificielle, au début en tout cas, qui empêchera d'aller aussi vite qu'on pourrait aller? Je pense que justement, cette adhésion, elle sera dépendante de la relation de confiance qui va se créer. En fait, si on reproduit les mêmes erreurs que par le passé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie et l'empreinte optique, ça s'est un peu passé comme ça, pour avoir vécu la difficulté d'accompagner pas mal de mes collègues à refaire confiance à l'empreinte optique, alors qu'ils avaient été déçus par le passé. En fait, il faut des années pour recréer de la confiance, quand la confiance est détruite très tôt, au moment justement où on crée une confiance excessive et qu'on ne voit pas toutes les parties cachées derrière. Donc je pense que si on pouvait, avec l'intelligence artificielle dans notre profession, essayer de construire une confiance solide, avec de la transparence, et essayer de construire ça sur le long terme, ce serait pour moi une bonne manière d'avoir une adhésion progressive, mature par rapport à cette technologie. Mais est-ce que c'est pas difficile? Parce qu'on le voit, ça va extrêmement vite. Les changements ne se font pas en années, voire même en mois, parfois toutes les 2 semaines, on a quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de générer cette confiance et de s'approprier ça? C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout en commençant à en discuter, en parlant justement du fait que c'est pas simplement... Tout à l'heure j'ai dit que c'était un outil, mais c'est pas simplement un outil, qu'il y a pas mal de parties cachées, mais je pense qu'on en parlera plus tard. En fait, en commençant à acculturer en fait, notre communauté à tous les challenges qui vont être associés à cette nouvelle technologie, en fait, on participe à dire oui, c'est bien l'enthousiasme, mais attention, c'est tout. Jérôme, ça veut dire que vous devez systématiquement, vous les praticiens, être à la pointe, être hyper connecté. On l'a vu à une époque avec l'arrivée du numérique. Aujourd'hui, c'est l'IA. C'est-à-dire qu'il y a quand même un danger de ne pas s'y intéresser, de ne pas le voir, de vouloir le laisser de côté ou de considérer que c'est un peu trop compliqué et finalement de prendre du retard très vite. Il y a un danger de ça ou pas? C'est un danger de manière comme toute n'importe quelle évolution en fait. C'est que, comme l'a rappelé Maxime,
tous ceux qui ne se sont pas mis en fait à l'empreinte optique, donc au numérique pour faire des empreintes dentaires, donc pour pas utiliser faire des empreintes physico-chimiques, donc avec, comme disent les patients, la pâte à dents pour faire des empreintes, qui est très inconfortable. Et bien, on se rend compte aujourd'hui que toute la génération qui n'a pas encore adopté cette technologie se retrouve un peu has-been vis-à-vis des patients. Beaucoup de patients recherchent justement un cabinet entre guillemets moderne qui adopterait ces techniques, alors que bien sûr que la technologie numérique améliore beaucoup les procédures. Maintenant, il n'y a pas non plus une supériorité substantielle par rapport aux techniques artisanales, classiques, conventionnelles, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup de praticiens se sentent déjà complètement dépassés, se sentent en retard. Pour ces simples technologies-là, qu'est-ce que ça va être avec l'IA ? Donc, dans les 5 prochaines années, elle va être de plus en plus présente dans nos logiciels, dans nos cabinets. Il y a un vrai enjeu, là. Si celui qui ne s'y intéresse pas maintenant, alors peut-être qu'il va céder aux sirènes commerciales de tous ces logiciels là, qui commencent à nous prospecter, mais celui qui ne s'y sera pas mis dans 5 ans, peut-être que oui, il aura véritablement un train de retard. Maintenant, le problème de l'adoption de toutes ces technologies, c'est qu'il y en a plein qui nous rétorquent tout simplement « j'ai pas besoin qu'un ordinateur me dise ce qu'il y a sur la radio, j'ai pas besoin que… » Mais c'est réducteur comme réflexion, non ? Ah oui, c'est réducteur. Ouais. Mais beaucoup disent « je peux me débrouiller par mes propres moyens » et se rendent pas compte qu'ils passent peut-être à côté de quelque chose. Eh bien, on va faire une première pause de ce temps d'échange avec notre premier partenaire, l'Académie d'art dentaire. Vous êtes un laboratoire ou un cabinet et vous cherchez les futurs talents qui rejoindront vos équipes ? Vous souhaitez vous former au métier du dentaire ou tout simplement enrichir votre cursus professionnel ? Depuis 30 ans, l'Académie d'art dentaire est la référence du secteur. Fondée par Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, nous formons chaque année près de 1000 étudiants et professionnels partout en France au métier de prothésiste et d'assistant dentaire, ainsi qu'à l'optimisation des techniques cliniques et comportementales du praticien. Alors n'attendez plus, rejoignez les 500 entreprises qui nous font déjà confiance. Retrouvez toutes les informations sur nos formations et nos stages sur www.academieartdentaire.fr. L'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, l'engagement au service de la passion, le sourire en plus. Et nous voilà de retour sur le plateau du Grand Sourire. Avant de poursuivre ce deuxième temps d'échange, on va commencer par une petite chronique « Sourire en coin ». Alors, sourire en coin, tout simplement, une petite interview rapide. C'est un peu type thé ou café. On va commencer par vous, Vincent. Vous êtes prêts ? Tac au tac, on y va. Facebook ou Instagram ? LinkedIn. Merci. Bourgogne ou Côte-du-Rhône ? Bourgogne. Ah oui. Fixe ou amovible ? Fixe. Peinture ou sculpture ? Sculpture. Bocuse ou Robuchon ? Bocuse. Bah oui, obligé, lyonnais. C'est mon voisin. Et en plus, je l'ai soigné. Donc. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Spatule ou souris ? Difficile. Mais souris maintenant, oui. Ah oui, mais pour un sculpteur, un peu la spatule quand même. Les deux servent. Allez, les deux, j'accepte. Merci Vincent. Jérôme, est-ce que vous êtes prêts ? Allez. On y va. Omnipratique ou chirurgie ? Chirurgie. Vélo ou voiture ? Vélo. Ah, ça, c'est un vrai parisien. Choix. Ouais. Prothèse dentaire, partenaire ou fournisseur ? Ah, partenaire. Magnifique. Labo intégré ou externalisé ? Joker. On en reparlera. ADF ou IDS ? ADF. ADF quand même, qui se déroule tous les ans en novembre, on le rappelle, à Paris. Maxime, vous êtes prêt, Maxime ? Oui. Enseignement, recherche ou pratique ? Les 3. Cinéma ou Netflix ? Netflix. OL ou OM ? PSG. Merci. Vous savez où vous êtes, hein, c'est bien. Ah là là, quelle politique. Empreinte numérique ou empreinte traditionnelle ? Numérique. Samedi, dimanche ou lundi ? Ouais, dimanche. Merci Maxime. Alors, on parlait là de toute l'optimisation de l'intelligence artificielle en relation avec le praticien, avec le prothésiste, avec le patient et bien entendu l'assistant dentaire qui en fait partie. Maintenant, je voudrais concrètement, pour qu'on voit, parce que Jérôme Lipovitch nous le disait, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est encore, dans la dentisterie, c'est encore très flou quelque part. Concrètement, si on doit définir, et je vous pose la question à tous les trois, les outils de l'intelligence artificielle en dentisterie, que ça soit en cabinet ou en laboratoire. Par exemple, Vincent, en laboratoire, concrètement, un outil d'intelligence artificielle. Un exemple, donnez-nous un exemple.
Dans les laboratoires, effectivement, c'est concrètement un outil qui est devenu un outil vraiment du quotidien. Donc on l'utilise dans mon laboratoire, on l'utilise quotidiennement pour uniquement une chose, principalement pour une chose, on va dire, pour de la modélisation. Donc c'est un outil très, très concret où on a justement une conception d'une couronne qui est faite totalement automatiquement par l'intelligence artificielle et qui donne des très bons résultats. Et ça, c'est quelque chose que vous avez intégré quand ? Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle dans notre métier existe depuis le numérique, en fait. On a des tracés de limites automatiques, on a plein de choses qui sont intégrées. Ce qui est nouveau, c'est cette phase de génération, en fait, d'IA générative qui date à peu près de 3 ans. Les premières IA génératives en prothèse dentaire sont sorties il y a 3 ans. Et là, on n'est plus sur un élément de la prothèse, mais sur la conception de la totalité de la prothèse. D'accord. Et ces IA génératives, on parle beaucoup de ChatGPT, etc., mais il en existe des tas. Les IA coréennes, les IA, enfin tout ce qu'on peut regarder quand on fait le Dental Forum, on parlait de l'IDS ou de l'ADF, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de propositions d'IA. Alors, effectivement, elles sont innombrables. Aux prothésistes de les tester régulièrement pour savoir ce qu'elles donnent. Parce que toutes les IA ne sont pas qualitatives, loin de là. Où est-ce qu'on va chercher ? On ne sait pas où aller chercher cette information-là quand on est prothésiste. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une espèce de... effectivement, on n'en parle pas. Enfin, il y a une espèce de... Je n'arrive pas à trouver le mot, mais... d'opacité, de... Oui, c'est opaque. Les prothésistes n'aiment pas trop en parler. D'ailleurs, il y a une question de transparence. Est-ce qu'on doit en parler quand on utilise l'IA et qu'on a un laboratoire ? Nous, en tout cas, on a joué la carte de la transparence. On explique sur chaque prothèse vendue et fabriquée avec l'IA, c'est noté conception avec l'IA. Mais et vous dites d'ailleurs que l'IA peut véritablement faire monter en gamme les laboratoires. C'est-à-dire que ça permet de libérer du temps et donc ça permet de se concentrer sur l'esthétique, par exemple. C'est exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction et c'est ce qu'on applique au quotidien. C'est-à-dire que l'IA permet de faire des prothèses simples de manière beaucoup plus rapide et de nous libérer du temps. Alors après, à chacun de faire ce qu'il souhaite de ce temps. Effectivement, on peut améliorer la phase de finition, par exemple, puisque l'intelligence artificielle rentre uniquement dans une étape du processus de fabrication, qui est la modélisation. Après, tout ce qui est finition, effectivement, la patte du prothésiste peut intervenir. C'est intéressant ça, parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, maintenant, tous les contenus créés par une IA générative, on est censé, normalement, le noter. Et donc, ça apparaît sous une image, image créée par une IA. Est-ce que le patient devrait savoir que sa couronne a été créée par une IA ? Comme déjà aujourd'hui, il doit savoir si ça a été réalisé en France, en UE, ailleurs, en dehors de l'Union européenne, éventuellement. Est-ce qu'il a besoin de savoir que sa couronne a été créée totalement ou partiellement aussi par une IA ? Pour moi, ce qui est important, c'est que le prothésiste ait un contrôle sur cette IA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une modélisation qui est générée, mais on la valide ou pas. Et là, c'est un professionnel qui va valider ce travail. On rejette certaines couronnes parce qu'on ne les juge pas conformes. Et ça, c'est un premier contrôle. Et après, on a un deuxième contrôle quand on réalise la couronne physiquement. Et là, on peut avoir un contrôle visuel du résultat. Donc, il y a énormément de contrôle qui fait qu'il me semble que ce qui est important, c'est que c'est réalisé par une IA sous contrôle. Jérôme, dans le cabinet dentaire, même question, un exemple d'outil, d'un logiciel, d'intelligence artificielle de façon très concrète. Pourriez-vous nous le donner ? Classiquement, il y a 2 logiciels auxquels je pense. Le premier, c'est toute une série de logiciels de radiologie dentaire, donc qui est capable de détecter donc des pathologies directement sur une radio panoramique, donc c'est les radios en 2D où on voit toutes les dents. L'intelligence artificielle arrive dans la lecture de la radio à définir, à poser un diagnostic en fait. Voilà, ici il y a une carie, ici il y a un abcès, ici il manque une dent, évidemment, qu'on ne l'aurait pas vu. Ici, et là après c'est intéressant, c'est surtout sur une radio en 3D où quelquefois il y a beaucoup plus d'informations que sur une radio en 2D, donc sur les scanners, ce qu'on appelle donc les cone beams, et bien sûr parfois on peut louper effectivement. Alors déjà en 2D on loupe parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, mais quelquefois sur la 3D on a trop d'informations et puis parfois on peut trop passer au travers finalement d'une image, et là c'est là que l'IA peut tirer son épingle parce que
Elle va nous directement pointer du doigt quelque chose qui n'irait pas, qu'on n'aurait pas vu. À nous, effectivement, de valider, de dire oui, c'est bien telle pathologie, ou alors non, c'est un artefact, c'est une fausse image, non, c'est quelque chose de normal, par exemple. Et c'est là qu'on travaille vraiment avec une IA, c'est qu'on apprend à l'IA également que telle ou telle image, finalement, est validée, tel diagnostic est validé ou invalidé. Et puis, dans mon métier aussi, un autre type de logiciel qui est intéressant, c'est la planification implantaire. Donc, sur un scanner radiologique, on va positionner virtuellement des implants dentaires. Donc, avant évidemment de les placer dans la bouche du patient, on va transposer ça après avec divers outils. Mais avant ça, donc, on positionne les implants pour tranquillement sur son ordinateur avant de réfléchir, ou plutôt que de réfléchir sur des négatoscopes avec des vieilles planches. Et donc, en 3D, aujourd'hui, il est possible de laisser le logiciel positionner un implant là où il manque des dents. À nous, après, de valider la position, de changer d'1 ou 2 degrés, de changer la taille, la forme de l'implant. Mais l'IA est capable aujourd'hui de positionner des implants tout seul. Et ça fait gagner du temps. Et elle apprend, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous validez, elle va apprendre, elle va être d'autant plus efficace par la suite. Et elle va certainement apprendre, oui. Maxime, dans la pratique, dans l'enseignement, dans la recherche, des exemples d'intelligence artificielle ? Je vais rester sur la pratique parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai ramené de mon passage au Canada, qui est un projet en fait qui vise à utiliser les photos qu'on pourrait faire sur nos smartphones pour aider les patients qui sont un peu inquiets quand ils ont une blessure dans la bouche qui apparaît. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner le patient lorsqu'il va prendre une photo de cette lésion en bouche pour pouvoir peut-être aller voir plus vite un praticien, aller voir un spécialiste à l'hôpital. Alors attendez, concrètement, c'est-à-dire, je suis patient, j'ai quelque chose en bouche là qui est pas top. Je le prends en photo avec mon iPhone, je vous l'envoie. Et là, comment ça se passe à partir de là ? Aujourd'hui, on teste simplement les performances que peut la technologie donner face à cette image. Après, la manière dont ça sera commercialisé, la manière dont ça sera utilisé au quotidien, ça, je ne peux pas le dire. Il y aura plein de modèles différents, mais l'idée, c'est vraiment... Il pourrait y avoir des rendez-vous donnés plus rapidement si, par exemple, l'information est pas très bonne. Il pourrait y avoir du texte associé à l'application pour essayer de rassurer le patient. Il y a énormément de questions par rapport à ce type d'outils. Donc, c'est pour ça qu'on est très prudent aujourd'hui avant de les développer et de les implémenter dans la vie réelle, parce que, en fait, derrière l'enthousiasme, il y a pas mal d'enjeux. Et dans l'enseignement, est-ce qu'un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle ? Tout simple, maintenant on peut faire... j'en discutais avec un collègue, là, pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours, en fait, maintenant, visiblement, une des dernières évolutions, alors c'est pas ChatGPT, mais un de ses concurrents, mais permet par exemple de transformer un cours PDF qu'on aurait pu préparer pour un étudiant, on le donne à l'intelligence artificielle et ça crée un podcast de 2 personnes qui discutent, en fait. Donc on a un podcast de 20 minutes qu'on peut donner aux étudiants, on a juste à vérifier que le contenu est bon, mais en fait ça permet de changer la manière dont on va pouvoir leur donner du contenu. C'est certainement plus sympa le matin dans le métro d'écouter un podcast que de lire son PDF sur son téléphone. Donc ça veut dire que là, les auditeurs qui nous écoutent peuvent penser potentiellement que nous sommes la retranscription d'un podcast qui a été écrit préalablement. Intéressant. Ce serait encore peut-être un secret que Modulus a... On vous le dira plus tard. Nous allons maintenant faire la deuxième pause avec notre deuxième partenaire, évidemment, les entretiens de Garancière. Les entretiens de Garancière réuniront les chirurgiens dentistes et les professionnels du secteur bucco-dentaire autour d'un programme exceptionnel, innovant et attractif. Travaux pratiques, démonstrations cliniques en direct, séances DPC et bien d'autres formats viendront animer ces 3 jours d'échange consacrés à la transmission et au partage. En nouveauté cette année, l'enregistrement d'une émission de radio en live, un escape game, une offre découverte ainsi qu'une soirée pour encore plus de rencontres intergénérationnelles et de convivialité. Les entretiens de Garancière dans les locaux de la faculté d'odontologie sur le site de Garancière, 5 rue Garancière, Paris 6. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Informations et inscriptions sur le site www.entretiensdegarancière.fr. Et nous voilà de retour pour ce 3e temps d'échange avec nos 3 merveilleux invités. Que de choses passionnantes. Je voudrais qu'on aborde la thématique de la réglementation, parce que tout ça, évidemment, pose beaucoup de questions. Maxime, on voudrait vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il existe une réglementation en France, à l'étranger, aujourd'hui, à laquelle où le praticien, le prothésiste dentaire doit se confronter ? La question est très compliquée à traiter. Moi, je m'intéresse beaucoup à la réglementation pour les praticiens.
Et par exemple, il y a une réglementation, il y a des textes en France qui disent simplement que chaque fois qu'un praticien de santé utilise de l'intelligence artificielle, il est censé informer son patient. Donc, ce que disait le docteur Lipovitch, c'est-à-dire qu'à partir du moment, normalement, parce que comme on le fait sur l'analogie sur les photos, où ça doit être marqué, etc., donc ça veut dire ce que vous nous dites, c'est qu'il existe déjà un texte de loi qui dit, à partir du moment que le praticien utilise l'intelligence artificielle, il doit informer le patient, c'est ça, hein ? Exactement. Mais c'est comme ça partout en médecine, dans n'importe quel domaine médical. À partir du moment où se crée un coin dans la relation entre le patient et le praticien par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle et souvent autour de la question du diagnostic, en fait, le patient est censé être informé de ce coin. Et est-ce que c'est systématiquement le cas dans votre expérience, Jérôme, j'imagine pour vous, et est-ce que vous, dans ce que vous voyez chez les confrères, est-ce que c'est quelque chose qui est systématiquement fait, cette information au patient ? C'est pas qu'elle est systématiquement en fait, mais je pense il faut transformer ça en quelque chose de positif. Encore une fois, c'est simple pour la communication avec le patient. Je trouve que c'est intéressant d'expliquer d'abord quand on montre une image, de dire qu'on a été aidé par de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire tiens, mon dentiste utilise un outil moderne. Maintenant, bien lui montrer également qu'on a un œil critique, qu'on est capable d'interpréter la réponse, donc interpréter l'interprétation de l'IA, et évidemment de rendre les résultats en quelque chose d'intelligible pour le patient. Parce qu'il ne faut pas oublier évidemment que l'information doit être adaptée, intelligible toujours pour le patient. Et parfois l'IA va simplement s'adresser au dentiste et ne va pas encore s'adresser au patient pour diagnostiquer une pathologie. Donc pour l'instant, sauf erreur de ma part, on ne peut pas envoyer une radio, un patient ne peut pas envoyer sa radio à un outil et puis le système lui donne toutes ces pathologies. Ça doit être pour l'instant mis dans les mains d'un professionnel qui est capable d'avoir un œil critique, qui est capable de prendre du recul. Tout comme dans un laboratoire de prothèses, un design nous est soumis, on est capable de pouvoir critiquer, de pouvoir corriger. C'est intéressant ça, Maxime. Est-ce que c'est pas une dérive potentielle, justement, à terme, le patient qui, lui, est très informé de l'intelligence artificielle, quelque part, il n'y aurait pas des outils mis à disposition, des applications où on envoie une photo, ce qu'on me disait tout à l'heure sur les photos, on envoie une photo d'une radio en se disant l'intelligence artificielle va me dire si c'est grave ou pas, et on squeeze quelque part le professionnel de santé. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive là qui risque d'arriver de ce type-là ? Qu'est-ce qui empêche le patient de faire ça à un moment donné avec une application ? Alors rien n'empêche le patient de le faire, donc après ça sera le libre choix du patient. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que donc il y a le contexte français avec justement des choses sur le fait d'informer le patient, et puis après il y a le cadre européen qui est celui qui parle le plus et qui est en train de se mettre en application. Il légifère déjà là, le cadre européen ? Oui, il se met en place progressivement en 2025-2026. Ah mais 2025-2026, c'est quand on parlera de 2024, ce sera la préhistoire. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas trop lent ? En fait, ça dépend du type de technologie. En fait, il y a des technologies qui étaient plus urgentes à réguler et à ce que ça puisse se mettre en place, notamment parce qu'en fait, il y a la notion d'effet systémique, parce que sur certaines choses, par exemple, comme ChatGPT, en fait, quand ça commence à toucher près de 10%, 20% de la population de personnes en Europe, en fait, il y a une urgence à réguler une technologie qui impacte la vie de tous les jours. Et pour les praticiens, du coup, le propos, il est de dire... quel est le niveau de risque en fait de l'outil que je vais utiliser qui contient l'intelligence artificielle, et cette réglementation elle est construite comme ça, en fait elle établit des niveaux de risque en fonction des outils qui vont être utilisés, et en fonction du niveau de risque elle essaye de mettre des garde-fous en fait pour que il y ait toujours un responsable, parfois que la responsabilité puisse être partagée, que la confiance puisse se créer, que la transparence puisse exister. Donc en fait, il y a tout un cadre qui s'est mis en place, qui est pour l'instant pas du tout maîtrisé par la grande partie de notre communauté, mais qui va falloir prendre en considération parce que aujourd'hui, il y a quelques outils, mais en fait, on sait tous que c'est exponentiel. Donc. Et puis il va arriver le moment où il y aura peut-être aussi la défiance vis-à-vis des professionnels de santé, où finalement le patient il aura plus confiance en l'IA, surtout s'il aura utilisé 2 logiciels qui vont lui aboutir au même diagnostic, et qui peut être un faux positif à ce moment-là. Et puis le médecin lui ne se tromperait pas, sauf qu'il ne sera pas considéré par son patient, parce que l'IA ou les IA, plusieurs logiciels se seront accordés se seront trompés sur un diagnostic. Donc il y a forcément un jour où la méfiance va arriver.
Alors justement, j'en profite, parlons prospective par rapport à ça, dans les côtés positifs ou négatifs, à votre avis, tous les trois, donc Jérôme, Maxime, Vincent, l'évolution de l'intelligence artificielle à 3 ans, à 5 ans, et on sait avec la rapidité avec laquelle ça va, on parle de quelque chose, on peut tout imaginer. À votre avis, aujourd'hui, ce n'est que de la prospective, on pourra réécouter cette émission dans 3 ans, on verra. Jérôme, pour vous, l'évolution dans la dentisterie de l'intelligence artificielle dans 3-5 ans, vous avez une idée ? Là, vous en avez un peu parlé. Bien malin celui qui le saurait, quoi. Mais ça peut être aussi un dangereux progrès. Moi, je pense certainement à tous ces plans de traitement, par exemple, qui pourraient être élaborés par une IA et puis qui seraient soumis à des praticiens, voire même lorsqu'il y a une relation de subordination, un patron qui déciderait à ce moment-là de décider que tous les plans de traitement seraient élaborés uniquement par l'IA et on devra suivre ce que dit l'IA. À ce moment-là, on va se retrouver avec peut-être toute une génération de praticiens qui ne saura plus correctement faire de diagnostic, peut-être. En tout cas, qui ne sera pas entraîné à en faire, puisque c'est l'IA qui leur mâchera tout le travail depuis la sortie de la fac. Et on peut se retrouver à ce moment-là avec toute une génération de praticiens qui n'aura plus de recul et qui pourrait à ce moment-là se tromper. Non, ça peut être dangereux. Maxime, il y a une sensibilisation qui est faite à la faculté aujourd'hui, faculté dentaire, sur ça justement à 3-5 ans, puisque ceux qui rentrent aujourd'hui, ils sortent dans 6 ans. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le référentiel aujourd'hui de l'enseignement en faculté dentaire, en chirurgie dentaire ? Alors la question du référentiel en odontologie est un vaste débat, puisque j'ai la chance d'y participer. Il y a le référentiel qui va sortir et il y a le référentiel que chaque fac s'approprie aujourd'hui tant qu'on n'a pas un référentiel officiel. Et en fait, du coup, c'est laissé à chaque équipe pédagogique la manière de vouloir implémenter ces sujets-là qui n'étaient pas présents dans ce qu'on pouvait avoir comme des documents il y a 15 ou 20 ans. Donc c'est beaucoup à l'initiative de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc j'ai envie de dire, il y a une certaine hétérogénéité là-dedans. Vincent, côté prothèse, l'intelligence artificielle à 3 ans, pour vous, c'est quoi ? Alors moi, je suis complètement confiant. Beaucoup de prothésistes ont peur finalement que ça prenne carrément leur travail, leur quotidien. Ça, c'est le rêve d'industriels qui rêvent d'uniformiser et de standardiser les sourires. Mais alors pas du tout en fait. Je pense que même dans les 3 ans, pour nous c'est du concret, c'est du quotidien, ce que je vous disais. Donc ça va évoluer, il y aura d'autres modules qui vont être disponibles, on va pouvoir faire de plus en plus de choses. Pour l'instant on fait des petites couronnes, mais on va pouvoir faire des bridges, on va pouvoir faire plein de choses. Mais pour nous, prothésistes, ça reste un outil en fait, un outil comme tant d'autres qu'on va pouvoir utiliser ou non. Et cet outil, il est juste libérateur, comme tu le disais, comme vous le disiez, Geoffroy. Cet outil, il est juste libérateur de temps pour se consacrer à d'autres choses. Donc le prothésiste va à la fois, j'ai des copains qui l'utilisent dans d'autres laboratoires, en se disant, des petits travaux simples, si on n'a pas le temps de les faire dans la journée, on va pouvoir les donner à l'IA le soir, et nos collaborateurs vont pouvoir finir à l'heure et pas faire d'heures supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui va améliorer le quotidien des prothésistes dentaires, à la fois sur leurs habitudes de vie, on va dire, sur leur confort de vie, mais aussi sur la technique. On va pouvoir s'appuyer dessus. C'est un outil supplémentaire. Et voilà, je pense qu'au contraire, le niveau de la prothèse dentaire en France ne peut que monter grâce à l'IA, puisqu'on va pouvoir faire plein d'autres choses pendant que cette IA travaille pour nous. Merci. Jérôme, Dr Lipovic, notre président de séance, le mot de la fin pour conclure cette session. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, pas dans 3 ans, mais déjà la semaine prochaine. C'est ce qui est extraordinaire, c'est ça. On parle. Ça va vraiment, vraiment très vite. Voilà. Après, il faut rester quand même sur une note positive. Oui, je parlais de dangereux progrès, mais en fait, il faudrait plus parler simplement de progrès tout court. Et simplement s'y préparer, voilà. Et que les gens n'en aient pas peur. Surtout les prothésistes, je pense. Parce que beaucoup de laboratoires dentaires déjà pensaient que ne pas se mettre au numérique, ça allait les mettre au chômage. Alors c'est sûr qu'ils ont pris tous un sacré coup de vieux dans certaines disciplines de la prothèse dentaire s'ils ne se sont pas mis au numérique. Néanmoins, il faut qu'ils soient confiants parce que l'IA, ça ne va pas non plus normalement nuire à la créativité. Et donc je pense qu'ils devraient l'accueillir avec bienveillance.
Magnifique, merci beaucoup. On va maintenant terminer avec une magnifique rubrique, celle de Mathieu Polo. C'est le Rictus de Mathieu Polo. Rebonjour tout le monde. Vous allez bien ? Oula, vous dormez. Vous êtes chaud le public ou pas ? Ah, vous êtes pas chaud. Vous êtes chaud ou pas ? Mais non, vous êtes pas chaud. Vous êtes chaud ou pas ? On n'aura pas plus, je crois. Et donc l'IA, effectivement, c'est le sujet épineux d'aujourd'hui. Toute innovation technologique, d'après moi, n'est pas toujours bonne à prendre. Alors regardez, aujourd'hui, par exemple, avec Internet, les gens peuvent donner des notes à tout et à n'importe quoi, même à des médecins. N'importe qui aujourd'hui, tenez-vous bien, peut noter un médecin, qu'on soit fleuriste, boulanger, expert comptable. On est habilité aujourd'hui, messieurs, dames, à évaluer un neurologue, par exemple, qui a un bac plus 19 dans son domaine, mais en attendant, il y a Bernard77 sur avis Google. Moi, je lui mets 2 étoiles sur 5 parce que je trouve que son diagnostic sur la névralgie était perfectible. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Mais comme autre innovation, l'intelligence artificielle, quant à elle, semble être capable du pire comme du meilleur. Alors tenez, par exemple, ce qu'on appelle les générateurs d'enfants. Alors, ce n'est pas la dernière appli de rencontre lancée par Jean-Luc Lahaye. C'est un type d'appli en fait qui vous montre à quoi ressembleraient vos enfants si vous les conceviez avec telle ou telle personne. Peut-être que vous avez trouvé ça un outil d'IA passionnant. Alors comment ça marche ? Vous uploadez, comme on dit, une photo de vous ou de votre partenaire et hop, l'IA génère aussitôt des photos de ce à quoi ressembleraient vos enfants. Et c'est super bien fait. Alors pour rigoler, j'ai testé avec une photo par exemple de 2 célébrités. J'ai pris Brad Pitt et Angelina Jolie et ça marche super bien. Ça m'a généré des magnifiques photos, une ribambelle de petits Renois, de petits Asiatiques. Magnifique, c'était très très joli à voir et j'ai fait un second test, figurez-vous, j'ai mis une photo de moi et voilà, désolé, j'ai pas pu résister à la tentation, une photo de moi avec ma sœur juste pour voir et ça marche aussi, figurez-vous parce que ça fait des magnifiques photos de petits trisomiques, vraiment, ils étaient très mignons, donc l'IA vraiment c'est bluffant, vraiment, je vous avais manqué, je sais, donc c'est vraiment bluffant les progrès de l'IA. Donc ensuite j'ai reproduit la même technique avec toutes les photos de mes cousines et à la fin c'était sympa, j'avais sous les yeux tout le casting du film, un petit truc en plus, donc c'était vraiment intéressant à voir. Alors en réalité, pour moi, il n'y a rien de choquant dans la consanguinité, comme vous le savez, du moment que ça reste en famille. Alors, on va repartir sur de bonnes bases. Il existera également des outils d'intelligence artificielle. Accrochez-vous bien pour faire des tests de paternité. Alors tu rentres les caractéristiques génétiques de ton père supposé et les tiennes, et ça te donne une probabilité qu'il soit ton vrai père biologique ou pas. Alors moi, en l'occurrence, le paramètre qui mettait un peu en doute ma filiation, c'était le quotient intellectuel. Voilà, d'un côté, mon cher paternel, voilà, supposé, qui est, comment dire, voilà, qui est con à traire une poule, comme on dit, et moi qui ai un QI de 135. Donc là, ma mère a été immédiatement diagnostiquée HPI, haut potentiel d'infidélité. C'est assez intéressant. Donc comme je dis souvent, je pense que ma naissance fut le fruit de plusieurs facteurs. C'est juste que la Poste n'a jamais voulu me donner les noms, quoi. Voilà. Alors que pour savoir l'impact de l'IA dans le monde du dentaire, parce que c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, moi je pense qu'il suffit de demander aux principaux intéressés. Alors moi il se trouve que j'habite juste devant un immeuble sur lequel il y a 3 plaques de dentistes, les docteurs Cohen, Attal et Elbaz. Leur cabinet aurait pu s'appeler La Vérité si je mens. Alors je suis donc allé leur demander leur avis sur l'intelligence artificielle dans leur domaine, et ils m'ont tous dit la vérité, l'intelligence artificielle c'est l'avenir, Mazeltov, ChatGPT, voilà, donc ils étaient à fond, ils ont adoré. Alors apparemment l'IA est censée favoriser leurs affaires, je leur fais confiance, moi j'ai un pote, Feuge, excellent pote, qui est un génie du business, un pléonasme. C'est lui d'ailleurs qui a créé la marque de produits alimentaires israélite pour vivre heureux, vivons cachère, un génie. Concernant l'IA dans le monde du dentaire, j'ai vu qu'il y en avait une d'ailleurs qui défrayait la chronique, vous connaissez je pense, c'était Allison. J'ai vu ça. Alors, mais tu sais qu'ils sont là. Oui, je sais, j'ai vu ça. Allison, donc sur un site, il y a un dentiste Thierry qui disait j'ai découvert Allison parce que j'étais curieux, tous mes copains l'avaient essayé. Alors je me suis dit mais qui est donc cette mystérieuse dame ? Et en fait on m'a dit non, tu n'as rien compris, c'est une toute nouvelle appli d'intelligence artificielle. Et en fait, tout à fait passionnant. Oui, c'est excellent. Alors j'ai vu ça. En fait, Allison, c'est une interface qui permet de rendre les radiographies dentaires beaucoup plus compréhensibles pour les patients en ajoutant un code couleur notamment. Alors en fait, ça révèle différentes zones. J'ai vu ça, donc les zones d'endodontie, les zones d'inlay core, les lésions périapicales. Enfin voilà, pour les profanes, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour nous. Mais l'IA, figurez-vous, aurait aussi, d'après moi, des vertus inattendues, comme par exemple de traduire ce que me dit ma dentiste. Alors ça, c'est une histoire vraie, sachez que c'est une anecdote authentique, parce qu'en fait, ma dentiste, Katharina, charmante dame, ainsi que son assistante, ne communiquent entre elles qu'en portugais.
devant moi, donc je ne comprends pas du tout un mot de ce qu'elle se dit. Elle pourrait dire des horreurs sur moi pendant 1 heure, je me rendrais même pas compte. Mais bon, elle a plutôt l'air de dire des trucs sympas. Récemment, elle m'a même dit avec un sourire jusqu'aux oreilles pendant un détartrage « Meu Deus, que suis-je » Voilà, quelle langue sensuelle. Je sentais qu'elle était sous le charme déjà, je sens, voilà. Comprenne qui pourra. Je conclurai en tout cas par une citation que j'ai trouvée sur le net, qui pourrait tout à fait être un mantra, je pense, sur le sujet du jour qui nous occupe. Intelligence artificielle et imagerie médicale, de plus en plus il y aura une nécessité de profils hybrides à l'intersection de ces deux mondes. Sans devenir un spécialiste, mais avec la volonté de s'y intéresser, il incombera à l'avenir à chaque médecin d'avoir un minimum de connaissances en IA. En tout cas, il n'a jamais été question de remplacer les interlocuteurs humains par une intelligence artificielle. Voilà, ces mots ont été écrits cette semaine par ChatGPT. Voilà. Merci d'avoir écouté. Monsieur Mathieu Polo, le rictus piquant de Mathieu Polo. On va maintenant passer à la conclusion de l'émission qui a bien tenté. Alors, c'est pas moi qui vais la faire, ça va être notre intelligence artificielle, Chatdan 32.1. Donc, on va demander à notre intelligence artificielle, on a demandé à notre intelligence artificielle quelle serait la meilleure conclusion pour cette émission. Alors, Chat 32.1, quelle est-elle ? En conclusion, l'intelligence artificielle dans le milieu dentaire présente des avantages indéniables, notamment en termes de précision diagnostique, d'efficacité des traitements et d'amélioration de l'expérience patient. Elle permet de révolutionner la manière dont les professionnels de la santé bucco-dentaire abordent les soins, tout en optimisant les processus. Cependant, des défis demeurent, tels que l'accessibilité de ces technologies, la formation des praticiens et les enjeux éthiques liés à l'utilisation des données personnelles. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation technologique et les considérations humaines, afin que l'IA serve avant tout à renforcer la qualité des soins dans le respect des valeurs éthiques de la profession. Eh bien écoutez, si vous les avez trouvés formidables, ou mieux, vous pouvez les applaudir. Ils ont été ici pour nous parler d'intelligence artificielle. C'était la 8e émission du Grand Sourire qui se termine en direct d'Entretien de Garancière. Merci à vous trois. Merci à toute l'équipe de Modiolus, notre chroniqueur Mathieu Polo, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif, Lucas, notre ingé son et la voix grave et profonde de notre intelligence artificielle Chat 32.1, assurée par Mathieu Boileau. Il n'y a que des Mathieu ici. Merci Mathieu d'avoir joué le jeu. Et une mention spéciale bien sûr à l'équipe organisatrice de ce passionnant congrès des entretiens de Garancière. Merci à nos partenaires et notamment à l'Académie d'art dentaire et toute l'équipe de cette belle école investie dans la formation des futurs prothésistes et assistants dentaires, qu'ils soient à Paris, Bordeaux, Aix, Lyon, Rennes, Lille ou Valenciennes, ils sont partout. Je vous invite à écouter souvent et tout le temps même Modiolus Radio, la radio qui donne le sourire via l'application ou sur modiolus.fr. Vous y retrouverez de la bonne musique, les infos, des épisodes d'entretien avec un dentiste produits par le docteur Florence Etcheverry, bien d'autres choses encore. Quant au Grand Sourire, cette émission, vous la retrouverez tous les lundis à 18h, les mercredis à 8h30 le matin, les samedis à 10h du matin et sur modiolus.fr, ainsi qu'en format podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Toutes les meilleures plateformes de streaming. 2024, c'était l'année des JO de Paris. 2025 sera l'année de la 50e édition des entretiens de Garancière. Un très grand moment en perspective. Donc, booquez déjà votre mois de septembre 2025. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine émission qui sera réalisée au cœur du Salon Aria Digital, n'oubliez pas, gardez le sourire.